Madame, Messieurs, bonsoir. C'est un grand plaisir pour moi de vous retrouver ce soir encore dans le cadre de ces magazines d'écrit info que nous avons lancé ici à CPL Télévision, ce magazine qui prend les questions sociopolitiques et qui les amène sur la table pour les analyser. J'aime bien ce que j'ai toujours dit avant de commencer cette émission, que vous n'êtes pas dans une église où un prophète doit venir dire, débobiner les choses et vous êtes là pour dire oui et amen. Ce que nous disons, nos arguments, nos propos, nous les exposons étant pris de vos critiques et de vos remarques, parce que nous savons que du choc d'idées jaillit la lumière. Je voudrais ici vous dire très sincèrement merci de la confiance que vous nous accordez. Continuez à vous abonner massivement sur notre chaîne YouTube. Continuez à liker nos vidéos, à partager nos vidéos, mais aussi et surtout à nous faire de remarques, parce que le travail que nous le faisons pour vous rendre heureux. Je suis donc très content d'être là encore ce soir avec vous. Et ce soir, j'amène un sujet qui est à la fois révélateur de la société dans laquelle nous sommes, mais aussi et surtout de la vraie identité, les vrais idéaux des personnes qui nous dirigent et ceux qui ont les ambitions de nous diriger demain ou après-demain. Vous savez, il est toujours important lorsque vous êtes en face d'un homme politique, vous êtes en face d'un homme qui a des ambitions politiques, de pouvoir de temps en temps gratter dans sa vie. Pourquoi? Parce qu'un homme d'affaires, s'il travaille mal, il fait naufrage dans ses affaires. Un commerçant peut perdre ses biens et perdre ses marchandises, donc son commerce. Mais un homme politique qui a des ambitions et qui dirige une nation, a sur ses épaules l'avenir, le lendemain des millions de personnes. Celui-là, il est très très dangereux. Et si on ne fait pas des bons choix, si on tombe sur quelqu'un qui n'est pas bien, quand il fait naufrage, il ne fait pas naufrage seul. Il fait naufrage avec nos espoirs. Il fait naufrage avec tout un peuple. C'est un peu comme un pilote d'avion. Je voudrais parler d'un homme pour qui j'avais de l'estime, énormément de l'estime. Peut-être que je l'ai encore. Vous savez ce que je pense de Joseph Kabila? Je n'ai pas besoin d'aller redire. Et dans le microcosme politique, il y a des jeunes qui montaient et qui, d'une certaine manière, incarnaient un certain espoir pour la plupart des Congolais. Parmi ces nouvelles têtes, ces nouvelles figures de la scène politique du Congo, il y a une personne qui commençait aussi à prendre du volume, qui s'appelle M. Sindika Dokolo. Vous le connaissez certainement bien, M. Sindika Dokolo, qui a lancé un mouvement politique, un mouvement citoyen, si on peut l'appeler comme ça, qui a eu l'adhésion de beaucoup de Congolais qui ont cru en lui. Et le mouvement s'appelait Congo Debout. Dans un contexte où tout le monde en avait marre de Kabila, tout le monde voulait se débarrasser des régimes de Kabila, Sindika est venu, un peu comme les autres, comme une sorte d'alternative à ces régimes que les Congolais avaient vomi, que le Congolais avait honni, qui est le régime de Kabila. Il a donc lancé le mouvement Congo Debout, un mouvement qui a réussi à s'implanter en République démocratique du Congo. Mais cet homme qui a incarné un certain espoir, cet homme qui s'est à un moment donné montré comme une alternative au régime que les Congolais ne voulaient pas de Joseph Kabila, a vu ses espoirs être douchés il y a quelques mois. Rappelez-vous que M. Sindika Dokolo, c'est le fils du richissime homme d'affaires Augustin Dokolo, patron de la première banque commerciale privée en République démocratique du Congo, alors ex-Zaïre. Sindika, ce n'est pas un Congolais lambda comme tous les autres. D'ailleurs, il n'est pas Congolais parce que je viens de lire tout à l'heure un article de La Voix de l'Amérique qui détermine la nationalité des syndicats. Il est de nationalité danoise, mais d'origine congolaise parce que sa maman était une danoise. Alors, il a mis en place ce mouvement du Congo Debout. Je parlais des origines des syndicats qui est
issu d'une famille extrêmement riche. Comme si la vie l'aimait beaucoup, la vie le souriait beaucoup, il s'est amouraché avec la femme la plus riche d'Afrique, Isabel dos Santos. Isabel dos Santos, c'est la fille de l'ancien président de l'Angola, M. Eduardo dos Santos, ancienne patron de la grande société pétrolière angolaise qu'on appelle Sonangol. Et selon le rapport du magazine Forbes, elle est la femme la plus riche d'Afrique parce que Forbes estime sa fortune à quelque chose comme un peu plus d'1 milliard de dollars américains. Et Sindika s'est marié à cette femme-là. 2 enfants issus de familles riches. Un dont le père est congolais, M. Augustin Dokolo, puissant homme d'affaires de la République démocratique du Congo, patron de la banque, la première banque commerciale privée en République démocratique du Congo. Et de l'autre, vous avez Isabel dos Santos, milliardaire, la fille de l'ancien président Eduardo dos Santos d'Angola. C'était un couple, c'est un couple qui fait rêver, qu'on rencontre dans le couloir du Festival des Cannes plusieurs fois, qu'on rencontre dans le plus grand musée, parce qu'il faut dire, la passion des syndicats Dokolo, c'est l'art. Et d'ailleurs, Syndicat Dokolo est le plus grand collectionneur d'œuvres d'art en Afrique. J'ai lu son histoire. Il y a quelque part où la personne qui fait son portrait dit que ce goût-là, Syndicat Dokolo, l'a obtenu de sa maman, la danoise, qui l'a promené pendant sa jeunesse dans plusieurs musées internationaux. Donc c'est un couple qui fait rêver. C'est un couple chic, bling bling, mais qui a aussi de l'argent. Quoi de plus normal que de faire rêver la jeunesse africaine qui croupit encore dans la misère. Mais la réputation, le succès du couple va s'effondrer après le départ de M. Eduardo Santos. Le pouvoir en Angola change. Il y a un certain João Lorenzo qui prend le pouvoir et il décide, contrairement à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ici de fouiner dans le passé. Et en fouinant dans le passé, vous vous rappellerez certainement de ce qu'on appelait les Angola Links. Ces dossiers sales qui sont sortis. Le frère d'Isabelle Filimino, je crois, a été arrêté. 6 mois en prison. D'ailleurs, il est encore en instance de justice. Isabelle, lui, va s'enfuir. Il ne sait plus rentrer en Angola. Et l'État angolais lui réclame des millions de dollars parce qu'après, dans les affaires d'Angola Links, on aurait découvert que dans sa gestion de la société Sonangol, il y avait à boire et à manger. Jusque-là, Syndicat est encore épargné de cette affaire. Il n'est pas angolais. Syndicat n'est qu'un simple gendre. Mais en décembre 2019, un rapport du consortium international de journalistes et d'investigation viendra éclabousser M. Syndicat Dokolo. Syndicat qui est passé ici comme un donneur de leçons. Pas un donneur de leçons parce que son message passait. Syndicat qui, malgré les affaires d'Angola Links de sa femme, avait réussi à garder son image au sein de l'opinion. Syndicat va voir son image en train de s'effriter, sa réputation subir un coup lorsqu'un consortium des journalistes d'investigation internationaux va publier un rapport dans lequel M. Syndicat est clairement mis en cause dans les affaires de corruption avec la société Sonangol, mais aussi avec la Société nationale des diamants d'Angola qu'on appelle Sodiam. L'affaire a fait grand bruit. Rappelez-vous, grand bruit. On démontre comment les couples Syndicat et Isabelle se sont organisés pour avoir des sociétés écrans, pour toucher de manière indue à des sommes, mais aussi et surtout fuir les fiscs angolais en refusant de payer les impôts. J'ai lu que Syndicat a dit lors d'une interview que c'est faux, on est en train d'instrumentaliser les gens pour saper son image au niveau de l'opinion internationale. Syndicat a dit que cette année, ils ont payé 250 millions et lui et sa femme d'impôts au fisc angolais. Il a tenté de donner des explications.
il y avait quelques sceptiques qui disaient, est-ce que ça, ce n'est pas de l'impérialisme ou des gens qui en veulent à Eduardo dos Santos qui cherchent à étendre cette affaire-là sur Syndicat Dokolo. Mais j'ai décidé un peu de voir clair dans cette affaire, les gars. En lisant l'affaire de l'Angola Links, en lisant le rapport du consortium des journalistes d'investigation sur l'affaire syndicat, mais aussi les défenses des syndicats, en cherchant à voir un peu clair dans ça, je viens de me rendre compte, et ça, avec désolation, que M. Syndicat Dokolo, sur qui beaucoup de Congolais croient, n'a pas que des dossiers en Angola, mais aussi certains dossiers flous, si on peut l'appeler comme ça, ici à Kinshasa, ici en République démocratique du Congo. J'ai donc décidé moi aussi de faire mes enquêtes sur les richissimes fils d'Augustin Dokolo. Aujourd'hui, je commence par un premier épisode. Je vais vous révéler une affaire dans laquelle je suis tombé concernant M. Syndicat Dokolo. Mais une affaire qui date d'avant Syndicat Dokolo, c'est une affaire avec sa famille. Beaucoup les connaissent par exemple. J'ai à consulter les avocats, à consulter les dossiers, à consulter une partie de ces dossiers. Et j'étais tout simplement sidéré qu'un homme extrêmement riche comme Syndicat Dokolo, mari d'une femme riche, la plus riche d'Afrique, se retrouve dans des situations où des pauvres orphelins d'une autre personne qui n'a pas suffisamment de moyens comme Syndicat Dokolo, qui n'a pas le poids financier de la famille Dokolo, sont aujourd'hui en train de pleurer et sont aujourd'hui en larmes. Je me pose aujourd'hui la question, à quoi sert des milliards, à quoi sert de l'argent si cet argent-là n'a pas une sorte de bénédiction, de moralité de la part de ses détenteurs? Parce que moi, je ne peux pas comprendre que l'on soit béni par la nature, que l'on soit favorisé par la vie, que l'on soit riche, immensément riche, mais après que l'on se contente de faire mal aux gens qui ont moins de richesses que vous. Un peu comme cette affaire de David, du prophète Nathan, je crois, qui dit à David, un homme riche avait plusieurs brebis, mais lorsqu'il reçoit un invité chez lui à la maison, il va demander à ses gardes d'aller chez le voisin, de prendre la seule brebis de son voisin pour offrir à ses invités. Et il faisait allusion à David qui pouvait avoir plusieurs femmes, mais qui a convoité la femme de Uri, qui était son garde du corps, au point de l'envoyer mourir au front pour récupérer cette femme. Sommes-nous pas dans cette histoire de la Bible ici, où un homme extrêmement riche tient à avoir dans le peu que les autres ont? L'affaire, certainement que vous le connaissez, c'est l'affaire qui oppose les Dokolo au Kuswamina, qui oppose Syndicat Dokolo à Yvonne Kuswamina et consorts. Je voudrais vous relater cette affaire, je vous parlerai de son début. Je suis tombé sur ces dossiers et j'ai été sidéré de voir la manière dans laquelle les choses ont été faites. J'ai donc décidé aujourd'hui d'en parler. Si ma petite voix peut porter changement pour que la voix des faibles soit entendue, je serai l'homme le plus heureux de la planète. De quoi s'agit-il ici? J'ai dit que c'est une affaire qui date d'avant Syndicat Dokolo et d'avant Yvonne. Monsieur Bernard Kuswamina était un agent de la banque de Kinshasa de monsieur Augustin Dokolo, qui est le père des syndicats Dokolo. Bernard Kuswamina va arriver dans cette banque-là aux alentours des années 91. Il est engagé à la banque de Kinshasa. J'ai dit que le papa des syndicats, M. Augustin Dokolo, c'est un homme extrêmement riche. C'est le premier patron d'une banque commerciale privée en République démocratique du Congo. En 91, Bernard Kuswamina arrive à la banque de messieurs. Il travaille de 91 en 1986. Il est donc, quand il arrive au pouvoir, quand il arrive plutôt à la banque de Kinshasa,
c'est que dans les entreprises, ici, on appelle fonder des pouvoirs, donc quelqu'un qui a un peu de pouvoir. Mais jusqu'à terminer sa course, au niveau de la Banque de Kinshasa, il était administrateur, directeur financier. Donc, c'était pratiquement le numéro 2 de la Banque de Kinshasa. Les informations indiquent que c'était un homme pieux, un Mukongo respectueux, très respectueux, très intelligent et très brillant. Au point où le patron qui est Augustin Dokolo, le papa des syndicats Dokolo, a adoré son employé et ils ont tissé des relations qui n'étaient plus professionnelles mais des relations beaucoup plus amicales. La preuve d'ailleurs, lorsqu'Augustin Dokolo va épouser Madame Anne, la danoise qui est la maman des syndicats Dokolo, il va prendre son employé, Monsieur Bernard Koussoamina, comme parrain. C'est donc Bernard Koussoamina qui sera le parrain des mariages des syndicats Dokolo avec sa femme danoise, Anne, qui est la maman des syndicats Dokolo. Et les deux fonctionnaient correctement bien, allant des relations professionnelles vers des relations amicales. Et puisqu'on est en Afrique, et les deux étaient également du Congo central, c'était devenu des relations familiales pratiquement, à l'africaine comme vous le savez. Là, les choses fonctionnent correctement. Alors, lorsque nous sommes en 1974, le maréchal Mobutu va zarianiser les entreprises étrangères. Vous savez, le processus des zarianisations, qui était à mon point de vue une grosse erreur de la part du maréchal, parce qu'on a pris des personnes qui n'avaient aucune expertise. Ça, on peut également mettre dans la corbeille de l'histoire économique de la RDC. C'est parmi les éléments qui ont fait que, en 60, lorsque nous prenons notre indépendance, le Zaïre a pratiquement le même niveau économique que le Canada, parce qu'on avait le même PIB. En 60, lorsque nous prenons notre indépendance, les gens quittaient l'Europe pour venir se faire soigner ici. Et parmi les éléments majeurs qui ont fait que nous puissions avoir un grand naufrage sur le plan économique, c'était une grosse erreur de Mobutu lorsqu'il a tenté de les faire en zarianisant les entreprises, en prenant les entreprises d'autrui et en les donnant aux nationaux. Mais bon, là n'est pas le débat aujourd'hui. Mobutu va zarianiser les entreprises étrangères. Parmi les entreprises zarianisées, il y a une entreprise qui s'appelle Sokidet. En réalité, Sokidet est une entreprise française du groupe, je veux retrouver les noms, Davoud Kovidi. Cette entreprise a été créée en 70, donc 4 ans avant la zarianisation. Et l'entreprise avait pour objet social le foie industriel, la commercialisation des pièces pour le foie industriel, la construction, la création des chambres froides. Sokidet, qui est une entreprise d'un groupe français, était spécialisée dans ce domaine-là. Malheureusement, en 1974, il tombe sous le coup de la zarianisation. Lorsque la zarianisation arrive, Monsieur Nyamui Simankoy, qui est à ce moment-là commissaire d'État au commerce extérieur, prend la société Sokidet, comme on en a fait avec beaucoup de Congolais, et donne à un certain Bernard Koussoamina. Je vous raconte, rappelez-vous que Bernard Koussoamina, c'est l'employeur de la Banque de Kinshasa qui appartient à M. Augustin Dokolo. Et en 1974, lorsqu'on zarianise les entreprises, lui bénéficie d'une entreprise française qui s'appelle Sokidet. Mais comme si la chose ne souriait pas à ce monsieur, il hérite d'une société zarianisée malade. Une société qu'on a appelée en ce moment-là coquille vide. Sokidet était locataire. Sokidet n'avait rien. C'était une entreprise qu'on venait de créer, mais qui n'avait absolument rien. C'est peut-être pour ça qu'on s'est dit, bon, c'est un canard boiteux, parce que les forts de cette époque-là, les puissants de cette époque, se sont partagés les meilleures entreprises, les entreprises juteuses, et Bernard Koussoamina va hériter de Sokidet. En ce moment-là, en 1974, lorsqu'on zarianise, je rappelle ici qu'il est toujours employé à la Banque de Kinshasa de M. Augustin Dokolo. Qu'est-ce qu'il fait? Il va prendre mon vieux Makenda, paix à son âme. Je crois que Makenda ici, c'est le vieux Makenda qui était éditeur du journal L'Observateur. Il va le nommer directeur général pour qu'il gère la société à son nom. Mais Bernard Koussoamina va quand même utiliser sa position pour faire vivre son entreprise en faisant quoi? Il est quand même le directeur financier
de la banque de Kinshasa qui octroie des crédits aux gens. Quoi de plus normal que de demander un crédit à la banque dans laquelle il travaille, où il a d'ailleurs la signature, pour avoir un crédit au fin de développer les activités de l'entreprise Sokidé, canard boiteux, qu'il a hérité de la zarianisation. C'est ce qui va se faire. Il prend donc des crédits et il développe la société Sokidé. Cette entreprise qui était un canard boiteux lorsque la France ou le groupe français se le fait ravir, devient une société viable au point d'avoir même ses propres biens immobiliers. Bernard Koussoumina va doter son entreprise Sokidé d'un siège social à Tombalbaye. Vous voyez l'immeuble, oui, à côté de la DGM, non loin de la Vision. C'est complexe là, en fait, c'était là qu'il y avait le siège social de la société Sokidé, Sokidette plutôt. Et Bernard Koussoumina va acheter et il va mettre cet endroit-là au nom de son entreprise. Il va acheter une grande concession à limiter vers 12e rue industrielle de 2 hectares. À part ça, il va créer plusieurs pharmacies. Qu'est-ce que je dis? Chambre froide à Bandal plutôt, dans la commune de Kinshasa, à Massina. Donc, la société devient florissante grâce à l'inventivité et à l'intelligence de Bernard Koussoumina. L'histoire, elle est importante, les amis, suivez, parce qu'après, vous allez vous rendre compte de la méchanceté et de l'incompréhension qu'il y a aujourd'hui autour de cette affaire, et surtout lorsque le nom des syndicats Dokolo, sur qui beaucoup de Congolais croient, est cité, moi, ça me laisse un peu sans voix. Mais lorsqu'on arrive en 86, M. Païpaï Wassiakassi, qui est à l'époque gouverneur de la Banque du Zaïre, va indexer M. Augustin Dokolo. Qu'est-ce qu'il fait? On dit qu'Augustin Dokolo a des problèmes avec les fiscs congolais. M. Dokolo a des problèmes. Et Païpaï va prendre des mesures conservatoires sur les sociétés de M. Augustin Dokolo. On va répondre à M. Dokolo un certain nombre de sociétés qu'il avait. Et parmi les sociétés victimes de ces mises en comment je peux l'appeler, mises sur ces mesures conservatoires, il y a une société qui s'appelle Sokidette. Là, nous sommes en 86. La Banque du Zaïre va indexer la Banque de Kinshasa appartenant à M. Augustin Dokolo, et ce processus fera que 19 sociétés de M. Augustin Dokolo subissent une sorte de mesures conservatoires. Malheureusement, une erreur va se glisser dans cette opération. On va prendre la société Sokidette, qui appartient à M. Bernard Koussoumina, qui est agent et employé de M. Dokolo. On met sa société sur la liste des sociétés souffrant des mesures conservatoires de M. Augustin Dokolo. Bernard Koussoumina va vite écrire, réagir, en disant, mais non, vous avez fait une grosse erreur. Cette société-là, ce n'est pas la société de M. Dokolo, c'est ma société. Mais grande sera la surprise de M. Bernard Koussoumina d'apprendre que M. Augustin Dokolo, qui est son employeur, va dire que prenez les 19 sociétés et même Sokidette, parce que Sokidette m'appartient. Il va voir son ami, son chef, pour lui dire, non, non, Sokidette, c'est une société qui m'appartient. Oh non, prenez. Là, déjà, les flous vont commencer. C'est là que les choses commencent déjà à devenir noires. Pourquoi? Parce que même si il advenait que la société Sokidette appartenait à M. Dokolo, logiquement, M. Dokolo pouvait dire que la société appartient à M. Koussoumina pour épargner la société des mesures conservatoires. Comment cette société qui ne vous appartient pas? On est pratiquement dans l'histoire de Salomon avec 2 femmes qui se disputaient un enfant. L'une a dit coupons l'enfant à 2, l'autre a dit laissez-lui l'enfant. Monsieur Dokolo va dire que cette société subit des mesures conservatoires. Lui vient, il dit que c'est ma société. Vous vous dites non, 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 c'est pas sa société, prenez. Et à Moté Mamabé et Zanine. Déjà là, des questions vont commencer à se poser et les deux vont s'ébrouiller au point où, jusqu'à leur mort, ils auront des problèmes. Eux qui
qui entretenait désormais des relations amicales. Et Koussoumina va se battre comme diable pour faire remarquer à l'État zaïrois à l'époque que la société Sokidet n'appartient pas à M. Augustin Dokolo. Et ce qui est d'ailleurs vrai, parce que j'ai consulté les lettres et les correspondances. En 1974, la société Sokidet a été cédée à M. Bernard Koussoumina. C'est Niamoussi, comme commissaire d'État, qui le fait. Et là, M. Augustin Dokolo n'est pas là. Mais voilà qu'en 86, il va être content qu'une société qui ne lui appartient pas fasse partie de sociétés subissant des mesures conservatoires. Et le combat va commencer là. Le chemin de la croix, le calvaire pour M. Bernard Koussoumina, qui subit encore aujourd'hui le calvaire via ses héritiers, commencera par là. Qu'est-ce qui va se passer, les gars? L'OGDEP va continuer à ce moment-là, parce que rappelez-vous que lorsque les sociétés ont été zarianisées, à un moment donné, l'État zaïrois avait accepté d'indemniser les sociétés victimes de la zarianisation. L'État a sorti l'argent et l'État a demandé aux bénéficiaires, aux acquéreurs des sociétés zarianisées, de pouvoir rembourser l'argent payé. Et M. Koussoumina, qui voit un bien lui être retiré par erreur, va se rendre compte que le GEDEP continue à lui demander de l'argent. Parce qu'à un moment donné, l'État avait déjà indemnisé le groupe français propriétaire de Sokidet et l'État continue à poursuivre M. Koussoumina, qui est donc patron de la société propriétaire, pour payer. Entre-temps, la banque zaïroise qui met les mesures conservatoires va prendre Sokidet qu'il va donner à l'UNTESA. Et en ce moment-là, Koussoumina va se dire non, ça devient sérieux, on est en train de m'arracher ma société. Il va en justice contre la décision cédant Sokidet à l'UNTZ. J'ai retrouvé une correspondance ici. En 89, le professeur Kinzondi va écrire. À l'époque, il est commissaire d'État au portefeuille. Il écrit en disant qu'il n'est pas démontré jusqu'ici que la société a été cédée aux citoyens Dokolo. Donc, il dit que la société Sokidet appartient bel et bien à M. Bernard Koussoumina et que la société n'a pas été cédée à M. Dokolo. Mais pourquoi Dokolo tient absolument, malgré tous les moyens qu'il avait, à garder cette société? Nous parlerons de ça peut-être vers la fin. L'affaire va continuer comme ça. Dokolo, usant probablement de son influence à cette époque, va continuer à réclamer une société qui ne lui appartenait pas. Lorsque nous arrivons en 91, Lunda Bouloulou, Premier ministre, va restituer les sociétés de M. Dokolo. Les sociétés qui ont été mises, qui ont souffert plutôt des mesures conservatoires de 86 par M. Paipai. Donc, 91, Bazong Sel Dokolo, ma société parmi lesquelles Sokidet, Koussoumina hausse encore le ton. Dokolo, selon certaines informations, fait appel à son influence à cette époque-là, jusqu'à ce qu'en 97, le régime de Mobutu tombe. Nous arrivons en 98, Laurent Désiré Kabila est là. 99, nous avons un ministre des Finances et des Budgets qui s'appelle Mawapanga. Mawapanga va répertorier toutes les personnes qui doivent de l'argent à l'État via l'OGDEP. Malheureusement, Koussoumina Bernard, qui est privé des droits de jouissance de sa société qui s'appelle Sokidet depuis 1986, va se retrouver sur le banc des accusés où l'État lui réclame plus de 300 000 $ américains de l'argent qu'il doit payer. Mais il va aller se plaindre auprès de l'État pour dire, mais depuis 1986, je me tue à vous expliquer que cette société-là m'appartient. Je ne suis pas jouisseur de la société en ce moment ici. Mawapanga a dit non, officiellement la société vous appartient, vous devez payer. Comment payer l'argent d'une société qui ne me profite pas? C'est à ce moment-là que Mawapanga va demander l'expertise de l'OGDEP avec celui que vous tous vous connaissez, M. Guéma. En 99, Guéma va éclairer la situation. Guéma va faire un rapport au ministre des Finances qui est Mawapanga pour dire
Rien n'établit aujourd'hui que la société Sokidet appartient à M. Augustin Dokolo. C'est une société qui appartient effectivement à M. Bernard Koussoumina. On va appeler M. Koussoumina. On lui dit, écoute, la société vous appartient. Vous nous devez 300 000 $ américains. Mais écoutez, on trouve un arrangement avec l'État congolais. Vous payez 10%. On vous fait une sorte d'échéancier. Et vous allez commencer à payer le reste. Koussoumina va s'organiser pour payer 30 000 $ en 1999 au nom de sa société. Entre-temps, Augustin Dokolo, lui, prétend toujours que la société lui appartient et lui bénéficie de la société, alors que le pauvre Bernard Koussoumina ne gagne rien de cette société. Mais il paye quand même. Malheureusement, en 2000, bien avant sa mort, les notables du Congo central viennent, ils vont mettre les deux personnes sur la même table. Monsieur Dokolo va dire, miette, je ne lui donne pas la société. En 2000, Bernard Koussoumina décède. Et en 2001, son ami Augustin Dokolo aussi va décéder. Les deux vont partir. C'est là qu'intervient cette fois-ci Monsieur Syndicat Dokolo, le fils d'Augustin Dokolo. Les deux sont décédés. Donc, Bernard Koussoumina est mort. Augustin Dokolo va mourir une année plus tard. Les enfants de Bernard Koussoumina ne connaissaient peut-être pas tous les tralala de leur papa ou ça n'occupait pas. Ils sont partis après avoir enterré leur papa. Mais je rappelle ici que lorsque Augustin Dokolo vient présenter des condoléances à la famille de Bernard Koussoumina, il dit aux héritiers que j'ai eu ma partie avec votre papa, mais je n'ai aucun problème avec lui parce que votre papa m'avait soudé la société Sokidet gracieusement, à titre gracieux. Ça n'existait pas. Dokolo, c'est un homme d'affaires qui manipulait l'argent, un homme intelligent. Koussoumina, c'est un homme aussi intelligent. Comment deux intelligences comme ça peuvent se céder des biens de manière gracieuse, sans aucune lettre? Dokolo, aujourd'hui, n'a aucune lettre qui dit que M. Koussoumina, lui, a cédé son entreprise de manière gracieuse. Mais les enfants ne vont pas entrer dedans, les enfants vont partir. Mais l'affaire va rebondir 7 ans, 8 ans plus tard après la mort de M. Bernard. C'est là que je veux tirer la responsabilité et les conséquences de la présence de notre ami Syndicat Dokolo. En 2018, les orphelins de Bernard Koussoumina reçoivent une lettre de l'OGDEP. L'OGDEP revient en charge pour réclamer à la succession Koussoumina un montant de plus de 814 000 $ américains que leur papa doit à l'État par rapport à la société Sokidet. Mais c'est là que ces enfants vont se dire, là ça... Mais on a place Bango. Depuis 86, société à Tata Bango Babotola, Augustin Dokolo a s'accaparé dans le bien Zayaye, mais impôt, taxe, Bango Bafutak. Papa a confié en 2000, en 2008, ma femme dit lettre, il faut me foutre 800 000. Oh. Mais sur ce terme, au final, c'est là que les enfants vont s'intéresser à la société. Ils vont réorganiser les choses en nommant une certaine Yvonne Koussoumina comme étant gérante de la société Sokidet. Parce que légalement, jusqu'aujourd'hui, la société appartient à leur papa. Les orphelins de M. Koussoumina vont lancer une action pour voir clair. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils se disent, il faut d'abord identifier les biens de la société. Yvonne Koussoumina va, comme gérante de la société, va porter plainte au niveau de l'office du procureur. À l'époque, c'est Mme Cécile Kiala. Cécile Kiala va mener des investigations, va faire des réquisitions. Il va s'avérer, selon les rapports de Cécile Kiala, qu'il y a soupçon de stéliona et de faux en écriture. Pourquoi? Parce qu'on va se rendre compte que la maison que M. Koussoumina avait achetée pour sa société sur avenue Tombalbaye a été vendue, je vous dirai par qui. Que la concession de 2 hectares à Limité a été vendue, morcelée. Il y a plus de 30 maisons là-bas, des villas. Et aujourd'hui, la société, il ne reste plus que quelques biens. La chambre forte de Massida, de Mandalungwa, de la commune de Kinshasa, 3 chambres fortes, je crois, qui ne sont pas encore vendues. Et les enquêtes issues des réquisitions du procureur, Mme Cécile Kiala, vont démontrer le procédé maléfique
utilisé par des personnes qui ont vendu le bien de M. Bernard Koussoamina et de sa société Sokidet. Qu'est-ce qui va se passer? M. Sindika Dokolo, patron du mouvement Congo Debout, et son frère Luzolo Dokolo vont aller au ministère des Affaires foncières. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est les rapports du parquet. Ils vont déclarer au niveau des affaires foncières qu'ils ont perdu les titres, qu'il y a eu disparition des titres immobiliers. Et comme on est dans une administration, surtout dans ma camarade d'affaires foncières, il y a Mbilinga, les affaires foncières vont établir des duplicata des livrets parcellaires à M. Sindika et à son frère Luzolo. Basale bango ba duplicata ya mikanda. Soit disant qu'il y a un mikanda. Or, au moment où je vous parle aujourd'hui, la succession Bernard Koussoamina a encore les originaux de l'époque des livrets parcellaires Yabanda Kouana. Vous tous, vous savez qu'on ne peut pas établir pour une même parcelle 2 documents. Mais comme on est au Gondwana ici, le pays des médiocres, comme le disait le cardinal Mosengo, pas moi, comme on est en pleine république des inconscients, tel que le disait le sénateur Moutinga, ils vont quand même obtenir, ils vont établir des duplicata, des titres immobiliers qu'ils vont donner à Sindika Dokolo et à son frère Luzolo. Sindika et son frère Luzolo ne vont pas s'arrêter, ça c'est encore le rapport du parquet. Ils vont établir des documents comme si Sokidet leur avait vendu ces parcelles-là. Ils établissent des duplicata des documents, alors que les originaux existent juste aujourd'hui entre les mains de la succession Koussoamina. Et au terme de ces duplicata, ils établissent d'autres documents comme si la société Sokidet leur avait vendu ces maisons. Quelle boulimie, les gars! Et c'est avec les titres de vente issus des duplicata que Sindika Dokolo et son frère Luzolo vont vendre la maison de Sokidet, la société qui appartient à M. Bernard Koussoamina. Sindika Dokolo et son frère Luzolo ont vendu. Je vous ai dit ici, les gars, c'est là que je me pose la question de David. Je reviens sur mon proverbe de la Bible. Sindika, c'est un homme riche, extrêmement riche. Et pour d'une femme riche, pourquoi aller mettre les pieds dans la boue, dans des sables? C'est là que moi, quand je suis tombé sur cette affaire, je n'ai pas réussi à comprendre ce qui se passe exactement. Sindika ne manque pas d'argent. Ce ne sont pas les moyens qui manquent à Sindika Dokolo. Mais ils ont établi des duplicata. Non seulement qu'ils établissent des duplicata, mais au terme de ces duplicata, ils se font vendre eux-mêmes les maisons. Et enfin, ils vendent ça à des tierces. Les orphelins de Koussoamina vont se rendre compte de ça. Et entre faits, Sindika va se rendre compte que l'affaire commence à faire un peu de bruit. Il va faire une citation directe. Intimidation. Comme ça s'est fait bien dans ce pays. Il fait une citation directe contre Yvonne Koussoamina qui est désormais la gérante pour diffamation et imputation dommageable. Bakei Basambi est compliqué. Entre-temps, Yvonne dit si tel est le cas, lui, elle aussi, elle fait une citation directe contre Sindika Dokolo et son frère Luzolo pour stéléonat et faux en écriture. Et comme Fundana. Mais pourquoi Sindika qui nous donne des leçons? Pourquoi Sindika qui a mis en place le mouvement Congo Debout, basé sur les valeurs? Regardez les clips que Sindika fait faire ici. Pourquoi doit-il accepter de se retrouver dans ces histoires?
Même pour l'essence de l'honneur. Je ne parle même pas pour l'essence du bien, mais de l'honneur. Vous êtes responsable d'un mouvement qui s'appelle Congo Debout. Vous prêchez les valeurs, vous nous démontrez comment Kabila était un mauvais gestionnaire. Mais vous-même, vous vous trouvez dans ces choses. Pourquoi? C'est là que je parle des responsabilités des hommes politiques et de ceux qui veulent demain nous diriger, les amis. Les Koussoumine avons porté plainte contre le syndicat. Citation directe pour Stéliona. Syndicat va refuser de venir comparaître. Nous sommes en matière pénale. N'oubliez pas qu'en matière pénale, lorsque vous êtes inculpé, une présence physique est requise. Syndicat et son frère Luzolo qui ont vendu les maisons de Sokidet ne sont jamais venus. Mais coup de théâtre, malgré l'absence des syndicats et de son frère, au terme du procès, M. Syndicat Dokolo et M. Luzolo, son frère, sont acquittés. Batou Bazate, alors que le ministère public avait déposé son réquisitoire contre le syndicat Dokolo, bon, Boébi Justice à Congo, surtout à l'époque, comment ça fonctionnait. Le syndicat Dokolo est acquitté. La famille Koussoumine va dire que ça ne doit pas se passer comme ça. Ils vont en appel. Cette fois-là, ils vont accuser M. Syndicat Dokolo non pas d'avoir vendu 2 maisons, c'est-à-dire la maison de Tombalbaye, mais ils mettent 5 biens. La maison de Tombalbaye, la maison de Limité et les 3 chambres froides. Babandi, le tribunal associé à Potani. Syndicat va perdre. Le tribunal va rendre un verdict en faveur de la succession Koussoumina. Enfin, le droit est dit. Syndicat n'étant pas content, il fait appel. Les 2 parties vont se retrouver à Lubumbashi en appel. Et en appel, syndicat va perdre. Parce que c'est clair, aucun document ne prouve que la société Sokidet appartient à M. Augustin Dokolo. C'est une cession de la République du Zaïre à M. Bernard Koussoumina. Au nom de quel principe la succession de Dokolo va s'accaparer du bien de la société Sokidet au point de faire des duplicata alors que la succession Koussoumina a des originaux de fiches parcellaires. Ils vont à Lubumbashi en appel. Syndicat va encore perdre. Ils sont en cassation. Ils vont en cassation. Le ministère public, dans son réquisitoire, appelle à la confirmation du verdict d'appel. C'est là qu'il y aura un autre coup de théâtre. Syndicat va faire une prise à partie. Va contester non pas les jugements, mais les juges qui ont rendu le verdict. À Lubumbashi en appel. Et le syndicat va gagner dans sa prise à partie. Ça veut dire que selon ma juriste, maintenant il faut encore reprendre l'affaire au niveau d'appel. Pendant ce temps, le Koussoumina va encore amener le syndicat au tribunal de commerce pour des dommages et intérêts. Ils disent que nous ne profitons pas de nos biens, que M. Syndicat Dokolo a vendu la maison de notre papa, la maison de la société Sokidet qui appartenait à notre père. Il faut qu'il nous dédommage. Syndicat a perdu là-bas en première instance. Mais il est allé en appel en deuxième instance. Les 2 parties sont en appel aujourd'hui. La famille Koussoumine a dit, comment on appelle ça? Les dommages et intérêts de 10 000 dollars que la justice leur a proposé, ils ont refusé, sont allés en appel. Et aujourd'hui, je parle, dans ces dossiers du côté du tribunal des commerces, où syndicat encore perdu en première instance, là nous sommes en appel. Dans ces dossiers-là, un jugement d'envergure doit a été mis en place dans lequel le tribunal a requis, le tribunal a requis plutôt les services d'un expert pour évaluer les préjudices subis par la famille Koussoumina. Soit dit en passant, on peut manipuler la justice comme on veut. On peut dépenser des millions comme on veut. Mais par exemple, dans l'affaire des Tricom, la famille Koussoumina a un avantage. Parce que si ça capote ici, ils peuvent aller à Abidjan. Vous savez que le Congo a signé, a ratifié le protocole sur le WADA. Et selon les processus de WADA, la cassation s'est faite à Abidjan.
Donc, on va manipuler. On va voir deux enfants d'un même pays, non satisfaits de leur justice, aller plaider les affaires d'un pays sérieux comme le Congo, la Côte d'Ivoire. Voici le dossier tel qu'il se présente. Mais ce qui fait mal ici, je veux attirer l'attention du président de la République. Dans mes investigations, je me suis rendu compte que les pro-syndicats veulent tirer la corde politique. Ici, ce n'est pas le problème de Kabila. En disant, en voulant montrer que syndicat était victime quand Kabila était au pouvoir, maintenant que c'est Félix qui est là, puisqu'il est proche de Félix. Monsieur le président de la République, vous nous avez promis l'état des droits, nous y sommes. Monsieur Dokolo syndicat, ici dans cette affaire, il ne s'agit pas de la politique, il s'agit d'une affaire, il y a droit. Botika Kabila afanda, Botika Kabila afanda, Aïza Makamba Kabila te Makamba droit. Pendant que je parle avec vous ici, les pauvres héritiers là de la succession Kouswamina, Bazakola la te, Boutou Moï, Ojede Paso Kose Nakabango Bambongo. Même Maïa courant d'électricité, Dokolo et son frère ont pris la maison, ils ont mis à leur nom. Ils ont oublié d'aller changer les documents là-bas à la SNEL et à la Régie des eaux. La facture pour la Régie des eaux et la SNEL, ça vient toujours au nom de ces Kouswamina là, c'est eux qui doivent payer. Mais quelle injustice, les gars! Moi, je suis tombé sur cette affaire. Je me dis, Monsieur Dokolo ne manque pas de moyens. Il est issu d'une famille d'un richissime. Il est époux d'une femme extrêmement riche, la plus riche d'Afrique. Pourquoi ne pas trouver une solution à l'amiable? Pourquoi chercher à arracher à ces orphelins-là, à la succession Kouswamina, le peu qu'ils ont? La famille Dokolo ne manque pas de moyens. Dokolo, ce n'est pas un petit monsieur. Ça veut dire quoi? Et au-delà de tout, ils sont tous nés Congo. Pourquoi ne pas se retrouver autour d'un arbre à palabre, le monsieur syndicat Dokolo? C'est ma responsabilité en tant que journaliste de mettre sur la place publique les affaires qui concernent des hommes publics qui ont des prétentions de diriger mon pays. Ce pays a beaucoup souffert, ça fait 60 ans. Chaque jour, la situation va de mal en pis. Nous avons un pays riche, mais dont le peuple fort, vivant avec moins d'$1 le jour. Ces hommes qui prétendent, qui ont les ambitions pour nous diriger, doivent être saints. Cité d'Angola Lix là-bas, cité dans le consortium des journalistes d'investigation. Aujourd'hui, cité ici dans Décrit Info, Monsieur Syndicat Dokolo, il joue à quoi? Qui est-il exactement? Nous sommes en droit d'ouvrir l'œil et le bon. Lui qui prêche sur les valeurs, lui qui parle des Congolais debout, qui nous appelle à nous mettre debout, à lutter contre les anti-valeurs. Mais il est clairement établi ici que la société Sokidet, c'est une société appartenant à M. Kouswamina. Si le patron de Congo debout était un homme du Congo debout, était un homme qui veut se mettre debout pour les valeurs, pourquoi ne pas prendre ce bien et remettre à ces pauvres orphelins, à la succession Kouswamina par exemple? Pourquoi faut-il aller de tribunal à tribunal pour une histoire qui apparemment est claire? J'en appelle à la conscience de M. Syndicat Dokolo. J'en appelle au président de la République. Parce que j'ai l'impression que dans le camp des syndicats, n'ayant pas suffisamment d'éléments, aucune lettre, aucune correspondance n'existe pour prouver que M. Kouswamina avait cédé son entreprise à M. Dokolo. Il n'y en a pas. Aujourd'hui, on veut politiser l'affaire en disant non, maintenant que Kabila est parti. Et ça me renvoie Kabila qui est papa. Et l'autre quoi bateau. Monsieur le président de la République. Et l'autre il y a bateau. Vous n'allez pas laisser les Dokolo jouir des biens et les Kouswamina, eux qui ne jouissent de rien, ils doivent payer les impôts et les taxes. Quelle injustice! Dans quel monde sommes-nous? Les jouisseurs qui sont en train de vendre les biens de leur papa sont connus, identifiés. Ils bénéficient illégalement de ces biens, alors que les pauvres ici qui sont maltraités, c'est eux qui doivent recevoir les correspondances de l'OGDEP, qui doivent payer les taxes. Ça n'existe pas. Nous appelons donc à la justice.
Nous attirons l'attention des autorités. Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, les fils du peuple d'abord, de l'état de droit. Il faut que le droit soit dit dans cette affaire et que le coup soit mis rentre dans leur droit. Et ça, c'est la justice. Les amis, c'est une longue série que je viens d'ouvrir. Aujourd'hui, je vous ai parlé de cette partie. Et désormais, vous aurez le temps. Souffrez que je prenne beaucoup de temps pour vous expliquer des dossiers chaque jour qui arrivent. Aujourd'hui, nous avons parlé de ce dossier. Et ce n'est pas l'affaire de David, qui a plusieurs femmes, mais qui a convoité la femme d'un pauvre militaire. Au point de tuer les militaires pour récupérer sa femme. Est-ce que nous ne sommes pas dans ces cas de figure? Les prophètes et les hommes d'onction, répondez-nous. Monsieur Syndicat, avec beaucoup de respect, peut-être que je suis parmi les Congolais qui ont cru en votre combat. Après Angola, Lix, après cette affaire de consortium où vous êtes cité en mal, on parle de millions de dollars. Prenez de la hauteur, faites que, même ici au Congo, que vous n'ayez pas de cadavres dans les placards. Je reviendrai en profondeur selon le développement de cette affaire pour vous donner de plus amples informations. J'ai été heureux d'être avec vous, les amis. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter le meilleur du monde et surtout, appeler à une justice juste dans ce pays pour que nous n'ayons pas de forts qui écrasent le faible. Pour que l'argent ne prenne pas le pas sur le valeur et sur la morale. Nous devons avoir un État et qui laisse parler la force de la loi et non pas la loi de la force. Portez-vous bien et à la prochaine.